nous allons aborder la deuxième étape de la prédiction de l'évolution hydroclimatique dans les décennies à venir, en abordant les différentes questions que vous pouvez être amené à vous poser lorsqu'on utilise un modèle hydrologique. Donc c'est l'objet de cette deuxième étape. Comment réaliser une modélisation hydrologique à partir de prédictions climatiques futures, comme par exemple les données de RIAS en France. Pour ça, il faut mobiliser un modèle hydrologique. Alors, il y a une diversité de modèles à l'échelle internationale. Selon votre cursus, la notion de modèle hydrologique est déjà connue ou vous allez le découvrir. Alors, qu'est-ce qu'un modèle hydrologique? Je vais juste prendre le curseur. Voilà. C'est une représentation numérique, mathématique, qui permet de relier ou d'expliquer les écoulements de surface aux variables climatiques de forçage, les précipitations et la reprise évaporatoire. Il y a plusieurs types de degrés de complexité croissants. On a tout d'abord des approches dites boîte noire, comme les réseaux de neurones, où on va simplement, par apprentissage sur des données observées, chercher à relier les données de sortie, qu'on cherche à prédire, à partir de données d'entrée. Ensuite, on a les approches conceptuelles, comme par exemple ici mon dessin de la baignoire, où on va, par analogie avec le fonctionnement de réservoir, connecter un ou plusieurs réservoirs pour essayer de reproduire la relation entre les données climatiques et les écoulements à l'exutoire du bassin versant. Et puis enfin, le dernier niveau de complexité, le plus important, ce sont les approches à base physique, où on va, sur un maillage du bassin versant en 2D ou en 3D, chercher à résoudre les équations de la mécanique des fluides en milieu poreux et à surface libre pour reproduire les débits. Bien sûr, ce dernier niveau de complexité suppose d'avoir une caractérisation fine du bassin versant en 2 voire 3 dimensions, et puis d'être capable d'estimer les valeurs des paramètres de toutes les équations utilisées dans ce modèle. Plus on augmente en complexité, plus on se donne de chances d'intégrer des rétroactions positives ou négatives entre les variations du climat et la réponse hydrologique. Pour la suite, on va se situer au niveau médian de complexité, c'est-à-dire les approches conceptuelles, en utilisant le modèle GR4J, qui signifie génie rural 4 paramètres au pas de temps journalier, développé depuis plusieurs dizaines d'années, d'abord par le CEMAGREF, puis par IRSTEA et, depuis la fusion, par INRAE. Alors, ce modèle, avec une complexité somme toute réduite, permet d'intégrer en entrée les pluies journalières et l'ETP journalier. Il intègre 2 réservoirs. Le réservoir de production, qui vous le voyez, va permettre de gérer les bilans entrée-sortie du forçage climatique. Et puis un réservoir de routage qui va permettre de gérer la dynamique des écoulements en souterrain, mais aussi en surface. Le modèle va permettre de simuler au pas de temps journalier, comme vous pouvez le voir sur ces hydrogrammes, en fonction bien sûr de données d'entrée d'ETP, ici représentées en orange, et de données d'entrée journalière de précipitation. Le modèle va également vous permettre d'avoir une idée du taux de saturation en eau du bassin versant, avec un paramètre, avec un réservoir très conceptuel qui représente la capacité de stockage en fait de ce réservoir, qui est maximum, on le voit, les mois d'hiver et minimum les mois d'été. Pour pouvoir relier les variables climatiques au débit, le modèle nécessite le calage de 4 paramètres, x1, x2, x3, x4. C'est un modèle qu'on appelle ou qu'on peut caractériser de parcimonieux, c'est-à-dire il a très peu de paramètres et on se donne donc plus de chances d'être capable de caler ces paramètres sur des données observées pour mieux simuler des scénarios futurs. Alors le paramètre x1 et x3 contrôlent les niveaux maximum des réservoirs de production et de routage. Le paramètre x4 va contrôler la dynamique des écoulements, quel est le retard entre les pics de pluie et les pics de débit. Et puis le paramètre x2 va gérer des échanges avec des pertes ou des gains
par exemple dans le cas d'aquifères profonds. Vous avez ici le résultat d'un calage sur le bassin versant de l'île Amont, au niveau d'Altkirch, avec les précipitations ici sur un axe inverse, les débits observés en traits foncés bleus et les prévisions du modèle après calage en traits bleus plus clairs. Donc vous voyez que le modèle présente une aptitude à reproduire la dynamique journalière au cours d'une année hydrologique avec une petite déficience, une difficulté, mais c'est assez classique, à reproduire les valeurs extrêmes, les pics, ce qui peut être un problème pour les gestionnaires parce que c'est souvent pour les pics de crue et ou les étiages qu'on a le plus besoin d'avoir des prédictions fiables. Mais c'est quelque chose qui est inhérent à la modélisation hydrologique et qu'on cherche bien sûr à réduire. Alors, le calage a été réalisé sur ces 4 paramètres sur le critère de Nash. Je vous invite à consulter ce qu'est le critère de Nash, mais globalement, en simplifiant un petit peu, il vise à réduire le carré des écarts entre les débits journaliers observés et simulés. Donc on va chercher en gros à faire coller la courbe bleu foncé et la courbe bleu clair. Alors, quel que soit le modèle hydrologique qu'on se propose d'utiliser, plusieurs étapes clés sont nécessaires et je vais les illustrer. On doit tout d'abord choisir un modèle climatique. Donc on a vu que au niveau français, on dispose de 12 combinaisons de modèles globaux et régionaux. Et donc on va chercher, en ayant choisi un ou plusieurs, de les caler. Donc cette étape-là a été réalisée par le DRIAS avec une phase de calage et de validation avec des données au sol. On a donc des données de pluie et de TP qu'on va pouvoir utiliser pour représenter dans le modèle hydrologique, par exemple GR4J, les débits à l'exutoire du bassin versant en fonction des précipitations et de l'ETP. Puis, une fois qu'on a pu caler et valider la tendance hydrologique sur les années passées en utilisant les données du DRIAS historique, on va pouvoir se projeter dans le futur. Donc le futur commence pour le DRIAS en 2006 jusqu'en 2100 avec des données différentes selon les scénarios considérés, 2.6, 4.5 ou 8.5 comme nous l'avons vu précédemment. On va donc pouvoir générer, et c'est le contenu des données DRIAS, des données de précipitation et de TP journalières qui vont pouvoir être utilisées de nouveau dans le modèle hydrologique choisi, en l'occurrence dans notre exemple GR4J. Et donc on va pouvoir représenter jusqu'en 2100, au pas de temps journalier, les tendances d'évolution des débits en fonction des précipitations et de l'ETP journalier simulé. Une hypothèse forte qui sous-tend toute cette approche, c'est qu'on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de modification notable de l'occupation du sol. Il faut, notamment dans un modèle conceptuel, que les changements en termes de relation pluie-débit ne viennent que du forçage climatique. Et donc on fait l'hypothèse que l'occupation du sol est invariant sur la durée de simulation. Une étape importante avant de vous montrer les résultats, c'est la notion de pluie de bassin versant. Si on veut faire une modélisation pluie-débit, il faut pouvoir comparer les débits à l'exutoire avec une estimation de la pluie moyenne qui va affecter l'ensemble du bassin, ici représenté en rouge. Pour ce faire, on va utiliser les informations croisées de 3 stations qui se situent autour du bassin versant. On n'a malheureusement pas de station observée sur le bassin versant lui-même, mais l'intérêt de ces 3 stations, c'est de couvrir, vous le voyez ici, la gamme d'altitude du bassin. On est sur un bassin versant avec une amplitude d'altitude importante, entre plus de 800 mètres pour les points les plus hauts, jusqu'à un petit peu plus de 250 mètres pour l'exutoire. Et donc c'est important d'avoir des données observées des pluies sur cet étagement d'altitude. Et donc on va pouvoir utiliser les données de l'UCEL pour les pluies qui tombent sur la partie haute du bassin, Karchpar pour la partie, on va dire, centrale, et puis l'aéroport Bâle-Mulhouse, alors il est un petit peu plus bas que le niveau de l'exutoire, mais il permet d'avoir une idée de ce qui se passe à l'aval. Et vous voyez que chaque
station de pluie va être associée à un poids en fonction de sa position sur ce qu'on appelle ici la courbe hypsométrique, c'est-à-dire la distribution des altitudes. Donc à retenir, on mobilise 3 stations de pluie pour calculer une pluie moyenne de bassin versant qu'on va pouvoir introduire dans le modèle hydrologique choisi. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment le bassin versant de l'île va réagir à l'évolution des pluies et de l'évapotranspiration prédites par les modèles climatiques sur lesquels on a pu discuter dans la précédente capsule. Donc comment le bassin va réagir, et je vous propose d'analyser cette réaction sur les 3 indicateurs qu'on a pu mettre en œuvre là encore dans la précédente vidéo, à savoir un indicateur de crue, un indicateur d'étiage et le comportement médian via le débit moyen ou le module de la rivière. Donc on va chercher, tout comme sur les données passées, à déterminer pour le futur, c'est-à-dire à partir de 2005 jusqu'en 2100, l'évolution des débits maximum journaliers, minimum, même si on travaillera, comme on l'a vu, sur plutôt des données mensuelles pour les débits d'étiage et le débit moyen. Mais, et c'est la grande différence, nous allons utiliser des simulations issues de GR4J à la place des observations. Alors, une étape importante, c'est de vérifier sur la partie récente l'aptitude des données DRIAS à produire un débit cohérent avec les observations. Donc vous avez ici, et je vous le rappelle, l'évolution du débit moyen de la rivière à partir des observations, tel qu'on l'a vu dans la précédente vidéo, avec là encore l'intervalle de confiance minimum et maximum. Et on peut positionner ici l'aptitude du modèle GR4J à reproduire le débit moyen une fois qu'il a été calé sur l'ensemble des débits journaliers. Et donc on a utilisé le critère de Nash pour ce faire. Et on s'aperçoit que sur la période récente, entre 2005 et 2021, le modèle GR4J, calé sur l'ensemble des débits journaliers, est capable de prédire à 3% près le débit moyen. Et donc on va utiliser ce petit facteur de correction pour pouvoir se projeter dans le futur. Alors voici les résultats obtenus lorsque on utilise les données du DRIAS à partir ou avec le premier scénario, le scénario 2.6. Alors comme on a une moyenne mobile pour calculer le débit moyen, on va en fait utiliser avant 2005 les données du DRIAS historique qui vont être du coup les mêmes pour les 3 scénarios. Et puis au fur et à mesure qu'on va se décaler après 2005, on va intégrer dans cette fenêtre de 20 ans les données spécifiques à chaque scénario. Alors que voit-on? On s'aperçoit que les données ici en vert correspondant au scénario 2.6 sont dans l'enveloppe de l'intervalle de confiance par rapport aux observations. Un petit peu plus faible, mais dans la tendance. On peut regarder également ce que donne l'utilisation des données du scénario 4.5 une fois qu'on les rentre dans le modèle GR4J et qu'on extrait le débit moyen. Là aussi, on observe peu de différence avec des bornes min-max d'intervalle de confiance qui restent proches aussi des observés. Et puis, le scénario 8.5 qui donne aussi des choses relativement proches. Et finalement, c'est le scénario 8.5 sur le débit moyen qui est le plus proche des simulations à partir des données observées. Si maintenant on regarde l'écart, on va plutôt d'abord regarder la projection jusqu'en 2100, puisqu'on a pris le temps de regarder si sur la période d'observation historique de 2005 à 2021, le modèle GR4J alimenté par les données du DRIAS permettait de s'approcher des données de débit observées, on s'aperçoit qu'on va avoir une variabilité. Je vous propose de regarder les 3 scénarios. On a donc une évolution du débit moyen interannuel
dans les prochaines décennies, et on s'aperçoit par rapport à l'amplitude qu'on a pu observer entre 1962 et 2021 que les scénarios vont amplifier l'amplitude entre les débits moyens pour la moyenne glissante maximum et minimum, et on s'aperçoit que ce ne sont pas forcément les scénarios les plus extrêmes en termes de radiation qui vont introduire une variabilité sur le débit moyen interannuel. Et ça, c'est à rapprocher directement avec ce qu'on a pu voir sur la variabilité dans les données de RIAS pour les prochaines décennies des pluies qui ne suivent pas forcément ou qui ne se classent pas forcément de façon croissante par rapport au scénario de forçage radiatif 2,6, 4,5 et 8,5. On va maintenant s'intéresser au deuxième indicateur sur le risque de crue avec le débit de crue journalier de période de retour 10 ans, là encore calculé avec une fenêtre glissante de 20 ans. On a réalisé la même vérification de l'aptitude du modèle GR4J calé avec des données observées à reproduire les données observées en bleu, et on s'aperçoit, comme on le pressentait au début de la séquence vidéo, que lorsqu'on cale sur l'ensemble de débits journaliers, le modèle GR4J a tendance à sous-estimer les pics et donc a tendance à sous-estimer cet indicateur de crue, le QJ10. Et donc on est amené à corriger en augmentant le QJ10 prédit pour pouvoir retrouver une valeur ici cohérente. On va ensuite pouvoir se projeter avec les données de RIAS sur cet indicateur de QJ10. Donc, je vous présente les trois résultats des scénarios. Donc, GR4J alimenté par les données de RIAS 2.6, 4.5 et 8.5. On s'aperçoit que sur la donnée pour laquelle on peut comparer les résultats à l'aide des données de RIAS, c'est-à-dire jusqu'en 2021, eh bien, les trois scénarios restent à l'intérieur du fuseau de l'intervalle de confiance et traduisent également la dynamique qu'on a pu observer, c'est-à-dire une légère augmentation et puis plutôt une diminution légère sur les dernières années. On peut maintenant se projeter dans les décennies à venir. On observe pour le premier scénario quelque chose d'assez stable sur les premières décennies et puis une augmentation assez notable. Vous avez ici la projection de cet indicateur de crue pour le futur avec le scénario 4.5 et 8.5. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure sur ces projections des débits à l'aide du modèle GR4J alimenté par les données de RIAS? Eh bien, on a une amplitude accrue entre les valeurs minimales et les valeurs maximales du QJ10, et là encore, sans forcément de classement net entre les scénarios radiatifs croissants entre 2.6, 4.5 et 8.5. C'est quand même le scénario 8.5 qui montre l'augmentation accrue sur une moyenne glissante de 20 ans de ce débit de crue de période de retour décennale. Dernier indicateur, les étiages. On a réalisé le même type d'analyse. On a fait tourner le modèle GR4J et sur la période récente de 2005 à 2021, on s'est aperçu que même si on obtient un bon calage, le modèle GR4J a tendance à sous-estimer les données de débit d'étiage avec cet indicateur du QMNA5, et donc on a été amené à le corriger en augmentant la valeur obtenue de 67%. Vous avez ici les résultats des trois scénarios et on s'aperçoit que globalement, on observe grâce aux prévisions à 2,6, 4,5 et 8,5 les mêmes tendances, à savoir plutôt une diminution des débits d'étiage sur les dernières années avec quand même une remontée pour les deux scénarios radiatifs les plus extrêmes, ce qu'on n'observe pas sur les observés, et puisque le scénario 2.6 ne montre pas non plus. On peut se projeter maintenant dans les décennies à venir avec le scénario 2.6, 4.5 et 8.5.
Donc là, clairement, on s'aperçoit que la variabilité est accrue. Si avec les flèches, on montre le niveau minimum et maximum observé sur les données observées en bleu et puis les 3 scénarios, on s'aperçoit là que la variabilité est accrue et cette fois-ci, elle est proportionnelle au forçage radiatif avec une amplitude marquée, beaucoup plus marquée que les observations pour le scénario 2.6 et 4.5 et encore plus marquée pour le scénario extrême 8.5. On s'aperçoit que les étiages vont pouvoir être un peu moins sévères que l'observé pour les 3 scénarios, mais pas forcément au même moment dans les décennies à venir. Mais c'est bien cette variabilité qui augmente et qui peut poser problème pour les écosystèmes aquatiques en termes d'adaptation et bien sûr pour les gestionnaires de l'eau. On vient de voir quelles sont les questions clés à se poser lorsqu'on veut modéliser avec un modèle hydrologique les scénarios futurs. Et je vous propose avec un petit quiz de voir ce que vous avez retenu et de vérifier que les messages clés sont passés.